La pluie martelait le cercueil comme des accusations muettes, et je sentais les regards de la famille de Lucas me transpercer plus durement que les gouttes froides sur ma peau. Arriviste avait craché sa sœur aînée, Élise, assez fort pour que l'assemblée entière l'entende, ses lèvres pincées en un rictus de dégoût tandis que le prêtre balbutiait une prière inaudible. Dans cet instant, sous le ciel plombé de Paris, j'ai compris que l'amour que nous avions bâti en secret pendant 7 ans n'était, pour eux, qu'un vol éhonté sur leur héritage. Je m'appelais Nathan, un Américain égaré dans les ruelles de Montmartre, et Lucas avait été mon encre, mon feu, mon scandale. Nous nous étions rencontrés par un hasard cruellement poétique, lui, l'héritier d'une dynastie de parfumeurs bordelaises, élégant et distant comme un flacon de cristal, moi, un barista new-yorkais fraîchement débarqué pour retrouver l'âme de l'art, comme je le disais pour masquer ma fuite d'un coming-out familial explosif. C'était un soir d'automne 2018, dans un café exigu du Marais, où l'air embaumait le croquant des croissants et l'amertume du café noir. Il était entré, trempé par une averse soudaine, son manteau dégoulinant sur le parquet usé, et nos regards s'étaient accrochés comme deux aimants brisés cherchant à se reformer. « Vous avez l'air d'un poète noyé » avais-je lancé, plus par nervosité que par esprit, en lui tendant une serviette que j'avais arrachée du comptoir. Il avait ri, un son grave et rauque qui avait fait vibrer l'air autour de nous, et s'était assis au bout du bar, commandant un expresso serré. Nous avions parlé pendant des heures de jazz américain qu'il adorait en secret, de la tyrannie des attentes familiales, de la liberté que promettait Paris mais qu'elle refusait si souvent au cœur non conforme. À minuit, quand j'avais fermé le café, il m'avait embrassé sous le porche, un baiser urgent, salé par la pluie, qui avait scellé notre destin. Nathan, avait-il murmuré contre mes lèvres, tu es le chaos que j'attendais. Les premiers mois avaient été un tourbillon de passion clandestine. Lucas vivait dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la Seine qui scintillait comme un ruban d'argent sous la lune. Nos nuits étaient des symphonies de murmures et de caresses, où il traçait des cartes invisibles sur ma peau avec ses doigts parfumés à l'essence de bergamote, un vestige de l'usine familiale à Grasse. Il me racontait son enfance étouffée, un père autoritaire, PDG impitoyable, qui voyait en lui l'héritier parfait, et une mère effacée, qui priait en silence pour que son fils guérisse de ses inclinations. Ils m'ont envoyé en pension à Lyon pour m'éloigner des tentations de la capitale, confiait-il un soir, allongé nu contre moi, sa tête sur mon torse. Mais Paris m'a sauvé. Et toi, tu me sauves chaque jour. Pourtant, la joie était fragile, comme un vin trop jeune qui tourne au moindre choc. La famille de Lucas, les Duval, régnait sur l'industrie des parfums depuis 3 générations, avec des boutiques sur les Champs-Élysées et des contrats avec les maisons de couture les plus prestigieuses. Ils étaient l'incarnation du chic français, Élise, l'aînée, une avocate acérée aux tailleurs impeccables, Antoine, le frère cadet, un playboy qui collectionnait les conquêtes hétérosexuelles pour masquer ses propres doutes, et la mère, Claire, une veuve éthérée qui flottait dans des robes de soie, invoquant la Vierge Marie pour expier les fautes de ses enfants. Ils ignoraient tout de moi au début. Lucas me gardait dans l'ombre, nos rendez-vous confinés à des hôtels discrets ou à son atelier secret près de la Bastille, où il composait des fragrances expérimentales ou des essences audacieuses mêlant ou des vanilles, symboles de nos désirs interdits. Un soir d'hiver, après une énième dispute avec son père au téléphone « Tu dois te marier, Lucas ». Une alliance avec les Laurent consoliderait l'empire. Il avait craqué. Nous étions dans son lit, les draps froissés comme nos âmes, et il s'était redressé, les yeux brillants de larmes contenues. Et si on fuyait? Vers New York, vers ton chaos adoré? J'avais ri, pensant à une plaisanterie, mais son regard était sérieux, hanté. Au lieu de cela, nous avions décidé de nous battre. Le lendemain, il m'avait emmené dîner dans un bistrot anonyme de Belleville, et là, agenouillé sur le carrelage collant, il m'avait demandé en mariage avec une bague en or blanc, gravée d'un simple N et L entrelacés. Pas pour eux, pour nous. Pour défier le monde entier. Le coming out avait été un ouragan. Son père, Henri Duval, avait hurlé au téléphone depuis Bordeaux, un Américain? Un barman? C'est une insulte à notre sang. Élise avait débarqué à Paris le jour même, ses talons claquant comme des coups de fouet sur le parquet. Tu vas ruiner la famille, Lucas. Pense à l'entreprise, aux actionnaires. Antoine, lui, avait ri nerveusement, masquant son malaise derrière une bouteille de cognac. Seule Claire avait pleuré en silence, murmurant des « mon pauvre garçon » qui sonnaient comme des condamnations. Mais Lucas tenait bon, sa main serrant la mienne sous la table du salon, ses ongles s'enfonçant dans ma paume comme pour ancrer notre réalité. Nous nous étions mariés en petit comité, dans une mairie du 18e arrondissement, sous un ciel gris de printemps 2020.
Pas de banquet somptueux, juste un pique-nique au Père-Lachaise, où nous avions porté un toast à Oscar Wilde, le saint patron des amours maudits. Les années suivantes avaient été un équilibre précaire entre extase et exil. Lucas avait pris les rênes de l'entreprise après la mort soudaine de son père en 2022 un infarctus lors d'une dégustation de vin à Margaux. Il avait modernisé Duval Parfum, lançant une ligne inclusive pour la communauté LGBTQ+, avec des campagnes montrant des couples comme le nôtre, enlacés sous les néons de Pigalle. Les ventes avaient explosé, mais la famille bouillonnait. Élise complotait en coulisses, sabotant des contrats mineurs pour protéger l'héritage. Antoine, rongé par la jalousie, multipliait les soirées arrosées où il lâchait des pics sur l'intrus Yankee. Et moi? J'avais quitté le café pour ouvrir une petite librairie anglophone près de Notre-Dame, page cachée, un havre pour les expatriés queer, où Lucas venait s'abriter lors des jours sombres, lisant des romans de James Baldwin à voix haute pour me rappeler pourquoi nous nous battions. Mais l'ombre de la maladie avait plané dès l'été 2024. Lucas avait commencé à tousser, d'abord discrètement, puis avec une insistance qui nous volait le sommeil. Les médecins de l'hôpital Saint-Louis avaient diagnostiqué un lymphome agressif, un ennemi invisible tapi dans ses poumons. C'est le stress, avait-il plaisanté lors de la première chimio, sa main pâle dans la mienne, reliée à un goutte à goutte qui diffusait un poison salvateur. Ou peut-être le karma de défier les Duval. J'avais veillé sur lui nuit après nuit, dans notre appartement qui puait l'antiseptique et les regrets. Nos conversations s'étaient muées en confessions, il avouait ses peurs d'enfant, moi mes nuits blanches à Brooklyn, imaginant un amour impossible. Si je pars, murmurait-il un soir, sa voix un fil ténu, promets-moi de ne pas te laisser briser. Vie pour nous deux. La fin avait été brutale. En octobre 2025, après une rémission trompeuse, le cancer avait repris de plus belle. Lucas s'était éteint dans mes bras, à l'aube, alors que le soleil se levait sur la Seine, peignant les rideaux de rose et d'or. Je t'aime, Nathan. Au-delà des parfums, au-delà des mensonges. Ces derniers mots, un souffle contre mon cou, avant que le silence ne s'abatte comme un linceul. Et maintenant, à l'enterrement, sous la pluie incessante du cimetière de Montparnasse, tout cela culminait en une farce cruelle. La famille avait insisté pour une cérémonie familiale, excluant nos amis communs, ces artistes bohèmes du Marais qui nous avaient soutenus quand les Duval nous tournaient le dos. Élise, en noir strict, avait attendu que le prêtre se retire pour s'avancer, son parapluie comme un bouclier. Regardez-le, ce grimpeur social avait-elle lancé à l'Assemblée aux cousins, employés loyaux, quelques journalistes en quête de scandale. Il a ensorcelé Lucas, l'a éloigné de nous, pour s'approprier notre nom, notre fortune. Un arriviste pur jus, avec son accent yankee et ses airs de poète fauché. Les murmures avaient enflé comme une vague, et j'avais senti mon cœur se fissurer, mes jambes flageoler sur la boue du sol. Antoine avait renchéri, un sourire torve aux lèvres, il n'a même pas de deuil sincère. Regardez ses yeux secs. Mensonge éhonté où mes larmes coulaient, invisibles sous la pluie, mais intimes, brûlantes. Claire, recroquevillée sous son voile, n'avait rien dit, mais son regard fuyant valait toutes les condamnations. J'aurais pu hurler, les confronter à cet an d'amour volé aux ombres, de nuit où Lucas choisissait ma main contre l'empire familial. Mais j'étais seul, orphelin de lui, et la voix me manquait. La lecture du testament, prévue pour l'après-midi dans le cabinet notarial du 8e arrondissement, flottait comme une menace lointaine. Lucas avait insisté pour la rédiger seul, en secret, lors de sa dernière hospitalisation. « Ne t'inquiète pas, mon amour, avait-il dit, un sourire faible sur ses lèvres gercées. C'est ma façon de te protéger. » J'avais hoché la tête, ignorant que ces mots deviendraient mon bouclier ou ma chute. Le notaire, un homme sec et compassé nommé Maître Lefebvre, nous avait conviés dans une salle aux lambris sombres, imprégnée d'une odeur de vieux papier et de cire d'abeille. La pluie tambourinait toujours contre les vitres hautes, comme si le ciel pleurait pour ce qui allait suivre. Élise présidait la table ovale, flanquée d'Antoine qui tripotait nerveusement un briquet en argent, et de Claire qui serrait un chapelet entre ses doigts tremblants. Moi, je m'étais assis à l'écart, les mains croisées sur mes genoux, sentant encore la boue du cimetière collée à mes semelles. L'air était lourd de non-dit, de rancune fermentée comme un vin aigre. Maître Lefebvre ajusta ses lunettes cerclées d'or et déroula le document avec une solennité théâtrale. Messieurs, mesdames, nous sommes réunis pour l'ouverture du testament holographe de Monsieur Lucas Duval, décédé le 12 octobre 2025. Sa voix monocorde trancha le silence, et je vis Élise se redresser, ses yeux verts comme des émeraudes taillées fixés sur le papier jauni. Lucas avait écrit de sa main, d'une encre noire qui tremblait légèrement en vestige de sa faiblesse physique,
mais ferme dans chaque mot. Les legs mineurs commencèrent, une somme pour la paroisse Saint-Sulpice, où il avait été baptisé, des parts symboliques dans l'entreprise pour les employés fidèles, un appartement à Deauville pour Claire, afin qu'elle trouve la paix face à la mère qu'elle aime tant. Elle hocha la tête, une larme perlant sur sa joue poudrée. Puis vint le cœur du testament, l'entreprise Duval Parfum, dans son intégralité, y compris les brevets, les usines de Grasse et les boutiques mondiales. Élise se pencha en avant, un sourire anticipé aux lèvres elle, l'avocate impitoyable, qui avait toujours rêvé de diriger l'Empire. Mais maître Lefebvre poursuivit, à mon époux, Nathan Ellis, je lègue la totalité des actions majoritaires de Duval Parfum, avec plein pouvoir de direction, ainsi que notre appartement parisien et tous mes biens personnels. Un silence de tombe s'abattit. Élise blêmit, sa main agrippant le bord de la table comme pour s'empêcher de tomber. Quoi, siffla-t-elle, sa voix un filet de venin. Antoine lâcha son briquet, qui tinta sur le bois poli. Claire murmura une prière, les yeux écarquillés. Je sentis une vague de vertige me submerger. Lucas. Mon Lucas, avait tout prévu. Pas par cupidité, mais par amour farouche, pour me venger des insultes, pour ancrer notre union dans le marbre du droit. C'est une farce, explosa Élise, se levant d'un bond, ses chaises raclant le sol. Il était drogué par les chimios. Incapable de discernement. Nathan l'a manipulé, ce serpent. Elle se tourna vers moi, le doigt pointé comme une arme. Arriviste. Tu as empoisonné son esprit avec tes discours de victime queer, tes librairies bohèmes. Il valait mieux que ça. Antoine, Rougeau, renchérit, on va contester ça, Élise. Pour l'honneur de la famille. Papa se retournerait dans sa tombe. Claire, enfin, leva les yeux vers moi au nom avec haine, mais avec une pitié qui me transperça plus douloureusement que les mots. Mon fils. Il t'aimait vraiment, n'est-ce pas, murmura-t-elle, sa voix brisée comme du cristal fêlé. Maître Lefebvre toussa poliment. Le testament est valide, contresigné par 2 témoins impartiaux. Monsieur Duval était lucide lors de sa rédaction. Élise s'effondra sur sa chaise, des sanglots secs secouant ses épaules. Pour la première fois, je vis la faille dans son armure, non la sœur aigrie, mais une femme terrifiée par la perte de son monde. Je me levai lentement, la gorge nouée. Je ne veux pas de votre empire, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas, rauque et usée. Lucas savait que l'argent ne rachète pas l'amour. Il l'a fait pour me protéger. Et pour vous rappeler que l'amour n'a pas de prix. Mais les mots sonnaient creux, même à mes oreilles. En sortant du cabinet, sous un ciel qui s'éclaircissait enfin, je marchais seul vers la Seine, les papiers du notaire froissés dans ma poche. Paris bruissait autour de moi aux klaxons impatients, rire d'amoureux sur les bancs mais je me sentais spectral, hanté par le fantôme de Lucas. Était-ce une victoire? Ou la plus cruelle des ironies, me laissant avec un trône empoisonné et un cœur en ruine? Les jours suivants furent un brouillard de formalités et de fureur. Élise lança immédiatement une procédure en contestation, arguant d'une influence indue, un euphémisme pour accuser notre lit d'avoir perverti son frère. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire, scandale chez les Duval, l'héritier lègue tout à son amant américain. Les photos volées de l'enterrement circulaient, me montrant prostré près du cercueil, légendé de le veuf opportuniste. Ma librairie devint un lieu de pèlerinage morbide, clients curieux feignant d'acheter des éditions rares pour me scruter comme un animal de zoo. Je m'enfermai dans notre appartement, entouré des reliques de lui, une bouteille de son parfum signature, écho interdit, qui embaumait encore la salle de bain, ses carnets de notes, remplis de formules chimiques et de poèmes griffonnés à mon intention au ton odeur, café brûlé et peau salée, alchimie impossible. Une nuit, incapable de dormir, je composai son numéro par habitude, écoutant le répondeur, c'est Lucas. Laissez un message, ou mieux, un baiser. Les larmes vinrent enfin, violentes, me pliant en deux sur le tapis perçant. C'est alors que le passé ressurgit, sous la forme d'un appel inattendu. Antoine. Nathan, il faut qu'on parle. Pas au téléphone. Rendez-vous au Père-Lachaise, demain midi. Sa voix était éraillée, dépourvue de son cynisme habituel. Intrigué, brisé, j'acceptais. Le cimetière, notre lieu de noces improvisé, semblait un choix chargé de symboles, un terrain neutre où les morts murmuraient des vérités aux vivants. Il m'attendait près de la tombe de Wilde, adossé à un if centenaire, une écharpe autour du cou malgré la tiédeur automnale. Je ne suis pas venu pour Élise, dit-il sans préambule, allumant une cigarette d'une main tremblante. C'est pour moi. Et pour Lucas.
Nous marchâmes en silence le long des allées bordées de cyprès, le vent charriant des feuilles mortes comme des regrets. Puis, d'une voix basse, il avoua, « Je savais pour vous bien avant tout le monde. J'ai vu Lucas t'embrasser, un soir à la Bastille, 2 ans avant votre mariage. J'aurais pu le dire à père. Mais je n'ai rien fait. Parce que j'avais mes propres secrets. » Antoine s'arrêta près d'une stèle anonyme, écrasant sa cigarette sous son talon. « Je suis gay, Nathan. Ou bi, peu importe. Mais dans cette famille, c'est une sentence de mort sociale. J'ai couché avec des mecs en cachette, à Berlin, à Londres, en me faisant passer pour hétéro le reste du temps. Lucas le savait. Il m'a couvert, m'a donné des alibis. Et toi? Tu étais son courage. Le mien, je l'ai enterré avec les bouteilles. Ses yeux, si semblables à ceux de son frère vert, perçants se mouillèrent. Élise? Elle est notre faiblesse. Elle a même essayé de saboter les chignots de Lucas, en retardant les paiements à l'hôpital pour le faire réfléchir à son testament. La révélation me frappa comme un coup de poing. Phébus, la réaction d'Élise à l'enterrement prenait sens, non seulement de la jalousie, mais une rage viscérale contre ce qu'elle percevait comme une trahison dynastique. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demandai-je, la voix enrouée. Antoine haussa les épaules, un geste si lucasien qu'il me serra le cœur. « Parce que Lucas t'a choisi pour hériter. Et moi, je choisis de vivre. Aide-moi à sortir de l'ombre, Nathan. Ensemble, on peut sauver l'entreprise. Et nous-mêmes. » Ce soir-là, rentrant par le métro bondé, je sentis un frémissement d'espoir fragile, comme une flamme dans le vent. Mais la tempête n'était pas apaisée. Élise frappa à ma porte à 22h, trempée par une averse, son maquillage coulant en traînées noires. « Laisse-moi entrer, » ordonna-t-elle, plus suppliante que menaçante. Contre toute raison, j'obtempérai. Elle s'effondra sur le canapé, les bras autour de ses genoux, une silhouette brisée. « Je le déteste, » murmura-t-elle, les yeux perdus dans le vide. « Pas toi, Nathan. Lucas. Pour avoir osé être heureux sans nous. Pour avoir fui notre cage dorée. » Les mots se déversèrent comme un torrent, son enfance volée par les ambitions d'Henri, ses propres amours avortés ou une femme, un homme, des fantômes qu'elle avait sacrifiés à l'autel familial. J'ai cru que le contrôler, c'était l'aimer. Mais il t'a eu, et maintenant, je n'ai rien. Pour la première fois, je vis Élise non comme l'ennemi, mais comme une sœur blessée, miroir déformé de Lucas. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, café après café, dénouant les nœuds d'une famille empoisonnée par le silence. « Garde l'entreprise, dit-elle enfin, épuisée. Mais laisse-moi y travailler. Pour lui. Pour réparer. » C'était une trêve, précaire, mais réelle, le début d'une rédemption. Pourtant, le deuil me rongeait. Seules les nuits étaient pires, quand le lit trop grand me renvoyait à son absence. Un soir, fouillant ses tiroirs, je trouvai une lettre cachetée, à ouvrir si je pars le premier. Les mains tremblantes, je brisai le sceau. « Mon Nathan, si tu lis ceci, c'est que le monde a gagné une bataille, mais pas la guerre. Vis. Aime à nouveau. Et souviens-toi, notre parfum est éternel, même sans flacon. » Des larmes brouillèrent l'encre, mais un sourire naquit sur mes lèvres, le premier depuis des semaines. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, piquant et impitoyable. Les feuilles du Luxembourg avaient mué en tapis gelé, et les lumières de Noël clignotaient en vain contre la grisaille de mon âme. L'entreprise Duval Parfum, désormais mienne sur le papier, était un labyrinthe de crises, fournisseurs en grève à Grasse, actionnaires méfiants réclamant une assemblée extraordinaire, et Élise qui, malgré notre nuit de confession, manœuvrait encore dans l'ombre pour limiter les dégâts. « C'est pour le bien de tous », insistait-elle lors de nos réunions tendues dans les bureaux lambrissés de l'avenue Montaigne. Mais ses yeux trahissaient la peur de perdre le dernier lien avec Lucas. Antoine, lui, devint un allié inattendu. Il passait à la librairie presque quotidiennement, apportant des croissants chauds de chez un boulanger du quartier et des idées folles pour relancer la ligne queer, imaginons un parfum pour les veufs en deuil aux notes de sauge et de lavande, pour purifier l'âme. Son humour noir, si proche de celui de Lucas, me tirait des rires forcés, des fissures dans ma carapace. Un après-midi ensoleillé de décembre, il m'entraîna à Montmartre, sur la colline où Lucas et moi avions partagé notre premier pique-nique. « Il voulait que tu vives, pas que tu survives, dit-il en contemplant la basilique du Sacré-Cœur, blanche comme un suaire. Et moi? Je veux recommencer. Avec toi comme ami, pas comme fantôme.
Ces mots plantèrent une graine. Lentement, je repris les rênes, je nommai Antoine directeur adjoint, chargeant Élise des affaires légales pour apaiser les tensions. Claire, quant à elle, surprit tout le monde en visitant la librairie un matin pluvieux, un panier de madeleines à la main. Pour Proust, dit-elle avec un sourire timide, évoquant le thé et les souvenirs. Nous parlâmes des heures, elle de ses prières pour Lucas, moi de nos promenades au bord de la Seine. J'ai péché par silence, avoua-t-elle. Mais Dieu pardonne les mères aveugles. Sa main sur la mienne, ridée mais chaude, fut un baume, le premier pardon que je m'accordais. Pourtant, le passé refusait de se taire. Une lettre anonyme arriva un soir, glissée sous ma porte, Lucas n'était pas l'homme que tu crois. Demande à Élise ce qui s'est passé à Berlin en 2019. Le papier tremblait dans mes doigts, un poison distillé avec soin. Berlin? Lucas y était allé pour un salon de parfum, un voyage solo que j'avais encouragé pour son bien-être. Rien d'important, avait-il dit à son retour, évitant mon regard. Était-ce de la jalousie posthume, ou une vérité enterrée? Je confrontai Élise le lendemain, dans son bureau impeccable surplombant les toits haussmanniens. Berlin, lâchai-je sans préambule, brandissant la lettre. Elle pâlit, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Un long silence, puis, c'était une erreur. Une nuit. Lucas a craqué sous la pression, père menaçait de le déshériter s'il ne se rangeait pas. Il a vu un vieux flirt de fac, un Allemand nommé Klaus. Ils ont bu, ils ont couché. Mais le lendemain, il est rentré en larmes, jurant que c'était fini, que tu étais son seul amour. Ces mots me lacérèrent, non la trahison elle-même. Lucas avait confessé ses faiblesses, et le pardon était notre ciment, mais le fait qu'Élise l'ait su et tu. Pour le protéger, murmura-t-elle. Et pour te protéger de la douleur. La colère monta, un raz-de-marée. Tu n'es pas Dieu, Élise. Tu as joué avec nos vies comme avec des contrats. Je quittai le bureau en trombe, errant dans les rues enneigées, le froid mordant ma peau comme des reproches. Était-ce cela, l'amour? Un tissu d'omission, de secrets bien intentionnés? Je me réfugiai dans l'appartement, allumant une bougie sous la photo de notre mariage nous deux, hilar, une baguette de pain comme épée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, murmurai-je à l'air vide. La crise culmina lors de l'Assemblée des actionnaires, fin janvier 2026. La salle de conférence de l'hôtel Lutetia grouillait de costumes sombres, d'avocats aux attachés-caisses cliquetants. Élise présenta un rapport accablant, vente en chute, boycott des conservateurs offusqués par la Hollingay. Nathan Ellis n'est pas un Duval, tonna-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Il dilapide l'héritage pour des caprices personnels. Les murmures approbateurs me glacèrent. Antoine se leva pour me défendre, mais sa voix chevrota, c'est l'avenir, bon sang. Lucas l'aurait voulu. Je sentis la panique monter, un étau autour de ma poitrine. Puis, comme un écho, les mots de Lucas revinrent, vie pour nous deux. Je me redressai, le micro froid dans ma paume moite. Je ne suis pas un Duval par le sang, mais par le cœur. Lucas m'a choisi parce qu'il croyait en un parfum pour tous, pas pour les élites, mais pour les âmes brisées comme la nôtre. Ma voix gagna en force, un torrent. Élise, tu parles d'héritage, mais tu oublies l'amour qui l'a construit. Antoine, ta peur te paralyse. Et moi? Je porte Lucas chaque jour, dans mes choix, dans mes larmes. Un silence, puis des applaudissements épars, pas un triomphe, mais un sursis. Élise me rattrapa dans le hall, les yeux rougis. Tu as raison. J'ai trahi Lucas en le protégeant trop. Pardonne-moi. Nous nous embrassâmes sur les joues, un geste français, protocolaire, mais chargé d'une tendresse neuve. Antoine nous rejoignit, un sourire en coin, à trois, on fait une équipe. Pour lui. Le printemps ramena la vie, crocus dans les parterres du Luxembourg, scène gonflée de promesses. J'embauchai un successeur pour la librairie, me plongeant corps et âme dans Duval Parfum. Nous lançâmes l'écho éternel, un parfum hommage à Lucas aux notes de bergamote et de musc, pour l'aube et le désir. Les critiques furent dithyrambiques, un sillage d'amour authentique, écrivit Le Monde. Mais la guérison était lente. Les nuits solitaires persistaient, hantées par son rire. Un soir de mai, lors d'une réception sur les quais, je rencontrai un homme, Julien, un galeriste aux yeux noisettes, qui collectionnait des toiles de cœur brisées. Votre parfum me rappelle quelqu'un, dit-il, un verre de champagne à la main. Nous parlâmes jusqu'au lever du jour, de perte et de renaissance. Pas d'étincelle immédiate, Lucas était irremplaçable, mais une chaleur,
impossible. Pourtant, le destin, ce farceur, réservait un dernier twist. Une semaine plus tard, Claire m'appela en larmes, viens vite. À Grasse. Je fonçai en train, le cœur battant. L'usine familiale, perchée sur les collines provençales, embaumait la lavande et le jasmin. Elle m'attendait dans le bureau de Lucas, une boîte en velours entre les mains. Il l'avait cachée ici. Pour toi. À l'intérieur, un flacon unique, cristal gravé de nos initiales, rempli d'un élixir inédit. Et une note, Nathan, mon amour. Ceci est notre essence au toi et moi, mêlés pour toujours. Ne pleure pas. Danse. Les larmes coulèrent, mais je ris, un rire libérateur. Dehors, les champs s'étendaient à l'infini, un tapis violet sous le soleil. L'été 2026 enveloppa Paris d'une langueur sensuelle, les terrasses des cafés débordant de rire et de vin rosé. Duval Parfum renaissait de ses cendres, Écho éternel devint un best-seller, porté par des campagnes montrant des couples divers hommes, femmes, âmes entrelacées sous les arches de la capitale. Élise, réconciliée, gérait les négociations avec une férocité protectrice. Antoine, libéré, assumait ouvertement sa sexualité lors d'interviews, devenant une icône inattendue pour la presse people. Le frère gay des parfums titrait Paris Match, avec une photo de lui au bras d'un designer suédois. Moi, je naviguais entre ombre et lumière. Julien entrait dans ma vie comme une brise d'été, nos dîners au bord de la Marne, ses doigts effleurant les miens sur la nappe à carreaux, ses histoires de toile volées à la lumière. Tu portes Lucas comme un tatouage invisible, dit-il un soir, lors d'une exposition dans le 4e. Ça ne te définit pas, mais ça t'embellit. Ces mots étaient un pansement, doux, sans forcer les serrures de mon deuil. Nous faisions l'amour pour la première fois sous les étoiles d'un jardin secret près de la place des Vosges, ses caresses hésitantes honorant l'espace que Lucas avait laissé au pas une trahison, mais une continuation. Pourtant, la famille Duval n'était pas un conte de fées résolu. Une nuit d'août, Élise m'appela en urgence, Antoine a disparu. Il a laissé une lettre. Mon sang se glaça. La lettre, posée sur son bureau impeccable, était un cri étouffé, je ne peux plus. L'héritage pèse trop. Berlin m'a brisé, comme Lucas. Pardonnez-moi. Berlin encore ce fantôme qui refusait de s'enterrer. Antoine avait fui vers l'Allemagne, ville de ses démons, laissant derrière lui un chèque de démission et un flacon brisé des échos interdits. Je pris le premier vol pour Berlin, Élise à mes côtés ou une alliance forgée dans l'adversité. La ville était un chaos organisé, murs tagués de cœurs brisés, bière fraîche dans des Biergartens enfumés. Nous le trouvâmes dans un bar queer de Kreuzberg, entouré d'amis éphémères, les yeux creux comme des puits. Je suis fatigué de jouer le rôle, avoua-t-il quand nous l'eûmes traîné dans un café adjacent, une bière éventée entre les mains. Lucas a eu le courage de t'aimer. Moi, je me cache encore. Klaus. C'était plus qu'une nuit. Une addiction. Et maintenant, avec l'entreprise, tout explose. Élise, les larmes aux yeux, posa sa main sur la sienne, un geste inédit. On est tous cassés, petit frère. Mais Lucas nous a légué plus qu'un empire, la permission d'aimer s'enchaîne. Nous parlâmes des heures, déterrant les secrets, les soirées solitaires d'Antoine à l'adolescence, espionnant Lucas avec des garçons du lycée, les pressions d'Henri, qui avait surpris une étreinte et l'avait battu, jurant le silence familial. On recommence à zéro, proposai-je. Reviens. Pas pour Duval, pour nous. Il revint, hébété mais résolu. Le scandale fit les choux gras des médias aux crises chez les Duval, le frère prodigue et ses amours cachés, mais nous transformâmes la boue en or, une campagne sur la santé mentale queer, financée par les royalties des Échos. Antoine devint ambassadeur, son visage buriné par la nuit illuminant les pubs. Claire, de son côté, fleurit en silence. Elle s'installa à Paris, transformant l'appartement de Deauville en refuge pour des veuves LGBTQ+ isolées ou pour celles que j'ai ignorées, disait-elle. Nos dimanches devinrent rituels, thé à la menthe dans mon salon, lecture de Baudelaire alternant avec des romans de Baldwin. Lucas serait fier, murmurait-elle un après-midi, tandis que la lumière filtrant des volets dansait sur nos visages. Mais le vrai test vint en septembre, lors du premier anniversaire de la mort de Lucas. J'organisai une veillée privée au Père-Lachaise, sous le regard bienveillant de Wilde. La famille au complet, Élise en tailleur bleu nuit, Antoine avec son partenaire suédois, Claire en robe de lin blanc et Julien à mes côtés, sa présence un ancrage discret. Nous libérâmes des lanternes en papier, chacune portant un mot, pardon, amour, liberté. Elles s'élevèrent dans le crépuscule,
point de feu contre le violet du ciel, comme les âmes de nos regrets s'envolant. Cette nuit-là, rentrant avec Julien, je sentis un poids se lever. Merci d'être là, dis-je, nos mains enlacées sur le pont des Arts. Sans cadenas, cette fois. Juste nous. Il sourit, un éclat dans les yeux, l'amour n'a pas besoin de chaînes, Nathan. Seulement de vérité. L'automne apporta des fruits inattendus. Duval lança une fondation pour la recherche sur les cancers rares, baptisée l'essence de vie, un hommage à la bataille de Lucas. Les dons affluèrent, et avec eux, une paix intérieure. Élise, enceinte d'un miracle tardif avec son mari, un allié discret depuis des années, me confia, ton arrivée a sauvé cette famille, arriviste ou pas. Un clin d'œil complice, enfin. Pourtant, la mélancolie persistait en éclats. Un soir de novembre, marchant seul sur les quais, je revis la scène de notre première nuit, la scène scintillante, Lucas contre moi, son souffle chaud promettant l'éternité. Une larme coula, mais je ne l'essuyai pas. C'était un deuil honoré, pas une plaie ouverte. Julien et moi, nous bâtissions doucement, voyage à New York, où je lui montrai les rues de mon enfance, nuit à composer des playlists mêlant jazz français et soul américain. Tu es mon nouveau chapitre, lui dis-je un matin, dans notre lit baigné de soleil. Pas la fin du livre. La famille se réunit pour Noël à Grasse, sous les étoiles provençales. Antoine taquina Élise sur son ventre arrondi, Claire récita une prière inclusive, invoquant tous les amours divins. Moi, je portais un toast avec le flacon secret de Lucas, à l'arriviste qui a conquis un empire. Et des cœurs. Rire, embrassade, un tableau vivant, imparfait mais vrai. Ainsi, dans le sillage de la perte, naquit une renaissance. Lucas n'était pas parti, il parfumait chaque instant, un écho éternel dans le vent de Paris. 2 ans après l'enterrement, Paris en 2027 s'était mué en une amante généreuse, effaçant les cicatrices sous des couches de lumière et de vie. Duval Parfum dominait le marché, sa ligne inclusive exportait jusqu'à Manhattan, où j'ouvrais une boutique hybride, parfum et livres, un pont entre mes mondes. Élise, mère comblée d'une petite rose prénommée en clin d'œil à la Provence, gérait les expansions avec une énergie maternelle. Antoine, en couple stable, voyageait pour des conférences sur l'acceptation queer, son rire résonnant enfin librement. Claire, radieuse à 70 ans, peignait des aquarelles de couples enlacés, exposées dans ma galerie-librairie. Julien et moi, nous avions scellé notre union lors d'une cérémonie intime au Louvre, sous la Vénus de Milo aux déesses des amours imparfaits, avait-il plaisanté. Pas de vœux grandioses, juste des promesses murmurées, je t'aime pour tes ombres autant que tes lumières. Nos jours étaient un mélange de routine douce au matin paresseux avec croissant et espresso et d'aventure, un road trip en Toscane, où nous avions cueilli des herbes pour un parfum expérimental, des soirées au cabaret du Moulin Rouge, dansant jusqu'à l'aube comme Lucas l'aurait adoré. Pourtant, l'héritage de Lucas pulsait comme un cœur sous-jacent. Chaque 12 octobre, nous allions au Père-Lachaise, déposant une fiole des échos éternels sur une pierre anonyme près de Wild. À l'homme qui m'a appris à aimer sans peur, gravais-je mentalement. La fondation L'Essence de Vie avait sauvé des dizaines de vies, finançant des thérapies innovantes. Un soir, lors d'une gala à l'Opéra Garnier, une jeune femme s'approcha, les yeux brillants, votre beau-père m'a donné une seconde chance. Merci, Nathan. Beau-père, un mot qui me liait à Lucas d'une façon nouvelle, paternelle. Mais la vie, cette grande dramaturge, réservait un épilogue poignant. En mars, Élise découvrit des documents enfouis dans les archives familiales, des lettres d'Henri à un amant secret des années 70, un homme nommé Paul, rencontré lors d'un voyage d'affaires à New York. Ton grand-père était comme nous, confia-t-elle, la voix tremblante, lors d'un dîner familial élargi. La révélation éclaboussa comme une bouteille de champagne, rire nerveux, puis des confessions en cascade. Antoine avoua ses propres doutes persistants, Claire raconta une idylle juvénile avec une artiste parisienne, sacrifiée à l'autel du mariage arrangé. Les Duval portaient le secret comme un parfum trop fort, résuma Élise, serrant Rose contre elle. Mais toi, Nathan, tu l'as aéré. Ce soir-là, autour de la table massive de l'appartement haussmannien, nous brûlâmes les lettres dans la cheminée, un rituel cathartique, flamme léchant le papier jauni, libérant des fantômes en volutes de fumée. À la vérité, portai-je un toast, verre de Bordeaux à la main. Julien, à mes côtés, murmura, et à l'amour qui guérit les mensonges. L'été nous emporta en Bordelais, pour une retraite familiale à Margaux aux vignes lourdes de raisins mûrs, air chargé d'humus et de promesses. Nous marchâmes dans les rangs, Rose trottinant entre nous, ramassant des cailloux comme des trésors. Antoine, son partenaire et lui,
planifier une adoption, Élise rêvait d'une deuxième naissance. Claire, grisée par le soleil, dansa un valse imaginaire avec moi sur la terrasse, sa robe virevoltant comme dans sa jeunesse. Lucas te sourit d'en haut, dit-elle, essoufflée. Et Julien? Il devint le fil d'argent de cette tapisserie. Lors d'une nuit étoilée, près d'un étang miroitant, il s'agenouilla non pour une bague, mais pour un dessin, une esquisse de nous deux, enlacés sous la tour Eiffel, avec Lucas en silhouette bienveillante au loin. Épouse-moi, non pour l'éternité, mais pour les matins qui viennent. Les larmes coulèrent, joyeuses cette fois. Oui, soufflai-je, l'embrassant sous les étoiles, sentant l'approbation de Lucas dans le vent tiède. Le dénouement vint en automne, lors d'une exposition à la librairie, Parfum d'âme, une collaboration avec Julien. L'étoile côtoyait des flacons, chaque paire racontant une histoire queer, deuil, renaissance, désir. La foule affluait, et expatriés, artistes, familles recomposées. Élise prononça un discours émouvant, « Mon frère n'est pas mort en arriviste, il a vécu en pionnier. » Et Nathan? Il n'était pas un voleur, mais un gardien. Applaudissements tonitruants, flash crépitant. Plus tard, seul sur le balcon, cigarette aux lèvres, un vice emprunté à Lucas, je contemplais la scène coulant impassible. La ville bruissait, vivante, indifférente au drame personnel. J'avais traversé l'enfer, insulte au cimetière, trahison murmurée, un testament comme glaive de justice. Mais de ces cendres était née une famille élargie, un amour renouvelé, une humanité forgée au feu de la perte. Lucas, où que tu sois, sache que ton parfum persiste non dans des flacons de cristal, mais dans les rires de Rose, les baisers de Julien, les silences complices d'Élise. Tu n'as pas été volé, tu as été multiplié. Et moi, elle y arriviste, j'ai conquis non l'empire, mais la paix d'un cœur entier.